Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine qui commence et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition du 19h45 du lundi 9 décembre 2024. On y va tout de suite pour le sommaire. Ce soir, on parle bonne gouvernance à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre, et on revient sur les efforts engagés par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la corruption. On ne parlera jamais assez des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Les acteurs locaux, le gouvernement et les partenaires engagés se retrouvent pour échanger sur les avancées et les défis à relever. Et le 31e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny au cœur de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était aux côtés de la famille de l'ex-chef d'État. Les détails à suivre dans ce journal. Bienvenue, on ouvre cette édition avec un sujet majeur, la lutte contre la corruption. Ce 9 décembre marque la journée internationale de lutte contre la corruption, une problématique qui freine le développement et exacerbe les inégalités dans le monde. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place au fil des années des dispositifs institutionnels et juridiques, ce qui a permis d'améliorer son rang au niveau de l'indice de perception de la corruption. La Côte d'Ivoire est passée, selon le rapport de Transparency International, de la 136e place sur 180 pays en 2013 à la 87e place, améliorant ainsi son score en 2023. En vue de poursuivre ses efforts de lutte contre la corruption, le gouvernement ivoirien, par le biais de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, veut entre autres renforcer le système de déclaration de patrimoine et de vérification de patrimoine, lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, renforcer la probité dans l'administration publique et le secteur privé. Elle entend renforcer également la protection des lanceurs d'alerte. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro-Bibalo, entend mettre la jeunesse au cœur de son action. Cela devrait aider à façonner l'intégrité de cette jeunesse de demain. Pour lui, la jeunesse ivoirienne doit jouer non seulement un rôle essentiel dans la construction d'un avenir sans corruption, mais elle doit aider à construire une nation plus juste et équitable. En s'informant sur les enjeux de la corruption et en partageant leurs connaissances avec leurs pairs, les jeunes peuvent sensibiliser leur communauté sur les conséquences néfastes de la corruption. Les jeunes ont la possibilité de participer activement à des initiatives de surveillance citoyenne. En utilisant les outils numériques, ils peuvent signaler les actes de corruption et rendre compte des irrégularités. Cela à travers les applications dédiées ou des plateformes en ligne qui permettent de recueillir des témoignages et de partager des informations de manière sécurisée, telles que prévues par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avec la plateforme de signalement Signalis. Toujours sur le fil de l'actualité nationale, il faut savoir que la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire a connu de nombreux développements significatifs, bien que le problème demeure préoccupant. Des campagnes telles que les 16 jours d'activisme contre les VBG ont été mises en place pour œuvrer justement à sensibiliser le public à l'importance de l'égalité des sexes et encourager la dénonciation des violences. C'est dans ce cadre qu'une rencontre d'échange a été organisée récemment à l'ambassade des États-Unis pour aborder justement la responsabilité collective dans la lutte contre les VBG, entre acteurs locaux, le gouvernement et les partenaires au développement. André Sémian, Ahmed Badini et Spencer Ilanga. Karidjata Diallo est une ancienne victime de VBG. Dans son enfance, elle a subi un viol. Jusqu'à ce jour, elle en porte les séquelles. Mais que de se fermer à la société, elle a décidé depuis 2015 de faire de la lutte contre les violences basées sur le genre son combat à travers son ONG. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, Karidjata appelle les victimes à se relever et à aller de l'avant. Une fois qu'on prend conscience qu'on a été victime, on peut commencer à se reconstruire. Pour se reconstruire, il faut une communauté. On ne se reconstruit pas seul. Moi, j'ai eu la chance de compter sur tous les hommes et toutes les femmes de ma communauté pour continuer de dire que cela est possible. En 2023, environ 8862 cas de VBG ont été rapportés et pris en charge, dont 1091 cas de viol et 6717 cas de violences domestiques. Parmi ces incidents, 3283 cas impliquent des enfants d'au moins de 18 ans, soulignant la gravité de la situation. En dépit des efforts déployés par l'État de Côte d'Ivoire, environ 27% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques au cours de leur vie. Le gouvernement ivoirien, en collaboration avec des organisations non gouvernementales et des partenaires internationaux, appelle à intensifier ses efforts pour lutter contre ce fléau.
Je pense qu'on va y arriver et par la sensibilisation, par l'implication de tout le monde. Le gouvernement a fait ce qu'il doit faire. Il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de réparation, il y a justice faite. On va vers plus d'égalité, mais pour y arriver réellement, il faut l'implication de tous. En Côte d'Ivoire, des formations ont également été organisées pour renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de prévention et de prise en charge des victimes de VBG. Ces formations incluent des sujets tels que la fistule obstétricale et la promotion de la scolarisation inclusive pour les jeunes filles. Ces événements rassemblent divers acteurs sociaux, y compris des chefs religieux et communautaires, pour promouvoir une action collective contre les VBG. Les États-Unis, pays engagés dans la lutte contre les VBG, ont joué un rôle majeur dans la lutte contre ce phénomène en Côte d'Ivoire. Je suis fière du partenariat que nous avons établi avec les autorités ivoiriennes, les organisations locales et les leaders comme vous tous pour renforcer les mécanismes de prévention et de prise en charge des survivantes. Car il ne s'agit pas seulement de dénoncer ces actes, il s'agit de mettre en place des systèmes qui protègent. Malgré ces initiatives prometteuses, les violences basées sur le genre continuent d'affecter un grand nombre de personnes en Côte d'Ivoire. Les efforts du gouvernement et les organisations communautaires doivent se poursuivre pour garantir une protection adéquate aux victimes et favoriser un environnement où ces violences peuvent être dénoncées sans crainte. On poursuit l'actualité après avoir organisé entre 2021 et 2024 une évaluation de la qualité des manuels scolaires dans 10 pays pilotes. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, en collaboration avec l'UNESCO, a procédé à l'extension de la phase 2 de cette évaluation en ciblant 3 nouveaux pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon et l'île Maurice. Hugues Guédot et Karel Dablé. Un atelier régional de mutualisation des résultats de l'évaluation de la qualité des manuels scolaires, extension de la phase 2 de 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, Gabon, Maurice, s'est ouvert ce lundi 9 décembre 2024 ici à Abidjan. L'objectif de cette extension est de renforcer la qualité des manuels scolaires du primaire, mathématiques et langues d'enseignement apprentissage et du premier cycle du secondaire, mathématiques, langues d'enseignement apprentissage et sciences, en s'appuyant sur les résultats de l'évaluation réalisés dans les 10 pays précédents afin de contribuer à l'amélioration des acquis de l'apprentissage des élèves dans ces pays. L'exposé du jour était destiné au partage du rapport de synthèse de l'évaluation des manuels scolaires menés dans les 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Gabon et l'île Maurice. Cette rencontre a rappelé les objectifs de parler de la méthodologie avant de rendre compte des résultats obtenus. La qualité des manuels scolaires a été approuvée avec une grille automatisée conçue par la COFEMEN, stabilisée sur la base d'expériences menées avec 10 pays africains. Je voudrais dès à présent engager toutes les parties prenantes à renforcer l'expertise nationale aussi bien dans le cadre de l'évaluation que dans la production et l'utilisation de manuels scolaires. Qu'il me soit permis d'insister sur l'urgence et la nécessité de partager les bonnes pratiques en vue d'une production de manuels scolaires à la hauteur des attentes, à la hauteur de toutes les attentes. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte avec les résultats que sur les 3 dimensions considérées, la dimension éditoriale, l'ancrage socioculturel et la dimension pédagogique et didactique, il y a des efforts à faire pour un peu améliorer nos manuels. Depuis sa création en 1960, la COFEMEN, Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, a toujours placé l'amélioration de la qualité des ressources éducatives dans ses États et gouvernements membres au cœur de ses priorités. Cet engagement s'est renforcé en 2022 avec le 7 décembre 1993, 7 décembre 2024, 31 ans que Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, s'est éteint. Pour marquer cette date, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a rendu hommage à l'illustre disparu. Sandrine Quadio. C'est au nom du président de la République, Alassane Ouattara, que le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mombé, a rendu hommage à feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, ce samedi 7 décembre 2024, jour d'anniversaire de sa disparition. Accompagné de membres du gouvernement, Robert Begré-Mombé s'est recueilli sur la tombe du père de la nation ivoirienne avant d'y poser une gerbe de fleurs. Puis, le Premier ministre et sa délégation ont mis le cap sur la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro
pour prendre part à une messe d'action de grâce pour le repos de l'âme du père de la Côte d'Ivoire moderne. Aux côtés de la famille Houphouët-Boigny et plusieurs personnalités, le Premier ministre a formulé des prières et a pu écouter le message du père André Alou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro, qui a rappelé l'engagement de Félix Houphouët-Boigny pour les idéaux de paix. Au thème de la messe, le Premier ministre a souligné l'importance de se remémorer le parcours de Félix Houphouët-Boigny avant de lancer un appel en faveur de la paix. Le président Houphouët-Boigny a été un gisement de sagesse, d'humanisme et de sérénité. Il a, lui, tout seul, une grande école. Et le président Alassane Ouattara lui vaut une admiration que les Ivoiriens connaissent amplement. Nous avons été donc honorés de le représenter ici en cette journée mémorable et nous avons surtout été très touchés par le message délivré par le révérend père ainsi que la mission que l'Église nous confie d'aider à une organisation d'élections paisibles, sereines, qui rassure les Ivoiriens, surtout parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, les Ivoiriens ont besoin de paix. Nous devons tout faire pour préserver la paix. Que Dieu, dans sa miséricorde, protège ce pays et que les Ivoiriens puissent connaître la promotion sociale, spirituelle, intellectuelle et que la Côte d'Ivoire retrouve la grande splendeur qui est la sienne. Pour rappel, c'est le 7 décembre 1994 que Félix Houphouët-Boigny est décédé à l'âge de 88 ans, dont 33 passés à la tête de la Côte d'Ivoire. Là, c'est l'actualité internationale. L'Afrique est marquée par des événements contrastés. Au Ghana, John Mahama fait un retour historique à la présidence, renforçant l'image démocratique de la région ouest africaine. En revanche, la stabilité vacille au Niger, où une attaque terroriste a coûté la vie à 21 civils. Pendant ce temps, en RDC, les combats entre l'armée et le M23 aggravent la crise humanitaire. Et enfin, sur une note positive, l'archevêque d'Abidjan est promu cardinal, symbolisant un pas vers une église catholique plus inclusive. On fait le point avec Karel Dablé. Le Ghana, cité comme un modèle de stabilité démocratique, vient de le confirmer encore une fois avec l'élection depuis dimanche 8 décembre 2024 de John Mahama à la présidence avec 56,3% des voix. Son adversaire, Mahamoudou Baroumia, a reconnu sa défaite et appelé le vainqueur John Mahama pour le féliciter. Sa victoire marque son retour historique à la tête du pays après une première présidence entre 2012 et 2017. À ses côtés, Jan Nana Opoku Aguemon devient la première femme vice-présidente, symbolisant un progrès notable pour l'inclusion politique. Le scrutin, tenu dans un contexte économique difficile, a néanmoins renforcé l'image d'une démocratie stable dans une région marquée par des troubles. Tant au Niger, une attaque dans la région de Terra a causé la mort de 21 civils dans un contexte de violence terroriste récurrente dans la zone des 3 frontières, impliquant des groupes alliés à l'État islamique et Al-Qaïda. Dans l'est de la RDC, les combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23 ont repris près de Saké, forçant des milliers de civils à fuir. Ces affrontements soulignent une crise humanitaire croissante et des tensions régionales persistantes, aggravées par des accusations de soutien du Rwanda aux rebelles. Par ailleurs, dans un événement marquant pour l'Église catholique, le pape François a nommé 21 nouveaux cardinaux, dont 2 Africains. Ignace Bessidobo, archevêque d'Abidjan, devient ainsi le 4e cardinal ivoirien. Ces nominations reflètent l'engagement du pape pour une église plus inclusive et diversifiée, accentuant son influence au sein du collège des cardinaux. On arrive au terme de cette édition. Retrouvez l'actualité demain à 12h45 et je prendrai plaisir à m'inviter chez vous dès 19h45. Les débats se poursuivent sur le Grand Talk avec Serge Billet. Bonsoir.